Sébastien Rocher, bonsoir. Vous êtes politologue, spécialiste de la délinquance et de la police. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et à Sciences Po Grenoble. Et vous publiez De la police en démocratie chez Grasset. Ça sort la semaine prochaine. Alors François Hollande reçoit dans une grosse demi-heure maintenant les syndicats de police. Donc des policiers qui, on le sait, manifestent depuis 10 jours. C'est très rare, ça, des policiers qui manifestent, parce qu'ils n'ont pas le droit. Ils défient le gouvernement, en quelque sorte. Alors, ils ont le droit de manifester, et il y a eu des appels syndicaux à la manifestation en 2001, et puis, en fait, également l'année passée. Ils sont manifestés devant le ministère de la Justice, mais ils ont le droit de le faire dans certaines conditions. Lorsque ces manifestations sont désordonnées, lorsque les manifestants apparaissent cagoulés, porter des capuches, voire des masques, comme on a vu, avec des têtes de mort, et lorsque certaines personnes se mettent à dire qu'ils vont décider à la place de la justice et de la police, ça pose la question de la place de la police en démocratie, qui normalement ne fonctionne pas suivant ces standards-là. Alors, tout cela traduit un vrai malaise. Je vous propose, Sébastien Rocher, d'écouter quelques témoignages de policiers en colère. J'ai déjà été blessé plein de fois. Vous pensez que c'est vivable pour la famille? Franchement, c'est vraiment tendu à la maison. J'envisage sincèrement de démissionner. J'ai subi une grave agression et les individus n'ont eu que 2 voire 3 ans de prison avec sursis. C'est-à-dire que moi, j'ai des séquelles à vie. Et bilan des courses, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, ils sont tranquillement dans les rues. Sébastien Rocher, est-ce qu'on peut dire que la peur a changé de camp? Ce sont les policiers qui ont peur, les délinquants, eux, n'ont plus peur de la police. Je pense que c'est quand même quelque chose de très exagéré. Si on resitue la France au niveau mondial ou même au niveau européen, on a la chance d'avoir des policiers qui tuent très peu de concitoyens au cours des actions de police ou de personnes qui meurent au cours d'une action de police, et très peu de policiers, même si c'est forcément trop dans les 2 cas, qui sont également tués. Donc je crois qu'il faut quand même rester modéré. Il n'y a pas d'aggravation. Et historiquement, il y a plutôt une diminution de nombre de policiers, même pas plutôt, il y a une diminution très nette du nombre de policiers qui meurent en service. Donc il n'y a pas une tendance qui serait une explosion de cette violence. Ces agressions de policiers, alors évidemment avec le paroxysme, c'est cette attaque à Viry-Châtillon, mais on a l'impression qu'il y a des quartiers où les policiers n'osent plus s'aventurer, où leurs voitures sont systématiquement caillassées. Quand ils disent on est victime de guet-apens, tout ça, ils ne l'inventent pas, et ça n'existait pas il y a 10, 15, 20 ou 30 ans. Ça existait, ça fait un moment que la situation est dégradée. On a inventé, par exemple, les indices de violence urbaine. Ouais. Et une partie des violences urbaines, c'était les caillassages, les attaques contre les policiers. Et on a par ailleurs une mesure, encore une fois, des homicides, des policiers qui sont tués en service. Donc statistiquement, les policiers ne sont pas plus agressés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient qu'auparavant. Alors, il y a pas de comptabilité, comment dire, qui soit indiscutable. Donc, il y a une tension. Cette tension, elle est très claire. Les policiers, ils sont soumis à un stress. Ils interviennent dans des quartiers où c'est difficile parce qu'il y a une concentration de la pauvreté. Il y a des trafics. Donc ça, c'est une réalité. Je pense que le cacher, ça serait être malhonnête. Mais ça n'explique pas la haine contre la police. Pourquoi ? Si la police, dans les quartiers défavorisés, essayait simplement de neutraliser ceux qui menacent tout le monde, pourquoi on s'en prendrait aux policiers ? Donc il y a un maillon du raisonnement qui manque. Vous voulez dire que les policiers sont aussi partiellement responsables, de par leur attitude, du rejet dont ils sont l'objet dans certains quartiers, et même peut-être au sein de la population, parce que vous avez des chiffres qui montrent qu'en France, c'est vrai, on a un rapport compliqué avec l'autorité, avec la police, plus qu'ailleurs. Oui, la police française, comparativement aux grands voisins européens, est peu appréciée par nos concitoyens. Elle est jugée plus souvent discriminatoire, moins souvent capable de fournir un service. Donc il y a un problème sur le business model de la police. Il y a un problème sur une police. Pourquoi faire? Et d'ailleurs, une partie des manifestants s'en plaignent. Donc oui, il faut s'interroger sur ce que fait la police elle-même, ce qu'elle cherche à faire, et il faut qu'elle soit légitime pour la propre protection des agents. Une police légitime, c'est une police respectée. Alors, une police légitime, il y a votre sondage, là, enfin votre enquête, qui dit que la police ne respecte pas les gens. C'est vrai que c'est perçu comme ça en France. Est-ce que vous voulez dire derrière que dans les quartiers difficiles, la police serait un peu trop blanche, et en tous les cas, elle ne ressemblerait pas à la population qu'elle est censée protéger? Est-ce qu'il y a des, pour dire les choses simplement, est-ce qu'il y a des soupçons de racisme envers la police? Oui, la police française, comparativement, est beaucoup plus souvent mise à l'index pour des comportements discriminatoires. Alors ça dépend de ce qu'on appelle raciste. J'ai jamais rencontré de policiers qui pensent qu'il y a une hiérarchie des races, par exemple. Ça non. Mais de la discrimination, c'est-à-dire en France du contrôle au faciès, oui, c'est quelque chose qui se produit. On a maintenant beaucoup d'enquêtes qui le montrent et la population le ressent.
Et elle le ressent plus en France qu'en Allemagne ou qu'en Angleterre ou au Danemark, par exemple. Mais si on va au bout de votre logique, vous êtes presque en train de nous expliquer que ce qui arrive aux policiers, finalement, c'est de leur faute. Il faut avoir une approche systémique. C'est presque un boomerang par rapport à leur attitude. Si France Télécom perd des usagers, est-ce qu'ils ne vont pas s'interroger sur leur business model? Si Renault ne vend plus de voitures, est-ce qu'il ne va pas s'interroger sur les produits qu'ils fabriquent? C'est la même chose pour la police. Alors les policiers ont-ils raison de dénoncer le laxisme de la justice? Quand on s'en prend à un policier, théoriquement, la sanction doit être plus lourde que lorsqu'on s'en prend à un citoyen lambda. Les policiers disent non, on s'en prend à nous et derrière, il n'y a aucune sanction. Et d'ailleurs, quand on attrape un délinquant, on le revoit le lendemain au même endroit et il nous rit au nez. C'est quelque chose qu'on entend depuis 20 ans, qui est répété. Je ne connais aucune étude qui ait montré que ce soit vrai ou faux. Mais eux, ils le vivent sur le terrain, ils le ressentent. Voilà, ils le disent, on entend ceux qui le disent. Il y a des gens qui le ressentent, et je ne dis pas que c'est faux. Simplement, il faut plus que ça pour me convaincre. Je veux dire, il faut des études qui soient impartiales et qui permettent de voir si vraiment il n'y a plus de risques, si vraiment c'est toujours le cas, ou si c'est parfois le cas, voilà, que ces phénomènes se produisent. Il faut les mettre en perspective. On ne peut pas juste prendre les revendications des syndicats, ou même simplement de personnes qui s'expriment publiquement, et dire parce qu'ils l'ont dit, c'est la vérité. Non, c'est quand même plus compliqué que ça. Et alors, vous me tendez la perche vers la deuxième critique des policiers. Ils disent finalement, on a l'impression que notre parole, parfois, en cas de litige, ne compte pas plus que celle du délinquant face à la justice. On ne respecte plus la parole des policiers. La parole des policiers compte. Elle est juridiquement dans une position de supériorité. Ouais. Hein. Donc, je ne pense pas que ce soit exact. Mais simplement, peut-être qu'ils attendent plus que ce à quoi ils ont le droit. C'est-à-dire peut-être qu'ils attendent que simplement parce qu'ils l'ont dit, eh ben, le juge considère que c'est la vérité. Je pense qu'il y a un débat contradictoire. Et ce débat contradictoire, c'est le juge qui apprécie ensuite et qui forme les conclusions. Alors, les policiers, autre plainte, disent finalement, quand on est agressé, on n'ose pas sortir notre arme, parce qu'on sait très bien que si jamais on devait s'en servir, ça se retournerait contre nous. Alors, vous disiez tout à l'heure, en France, il n'y a pas d'homicide, c'est vrai, on n'est pas comme aux États-Unis où on dégaine et il y a des bavures. En même temps, est-ce que les policiers, du coup, il y a des témoignages de policiers qui disent, dès que ça tourne mal, on plie les talons et on s'en va parce qu'on n'ose pas sortir notre arme. Donc finalement, on abandonne. Il faut voir que le système de police français est meilleur que le système de police américain, par exemple. Oui, mais aux États-Unis, au prix de zones de non-droit, peut-être, où on laisse les trafics prospérer. Au prix de trafics beaucoup plus importants. La mafia aux États-Unis est beaucoup plus implantée qu'en France. Le nombre de policiers tués en service aux États-Unis est 5 fois plus élevé qu'en France, rapporté à la population. Si vous êtes allé une seule fois dans un commissariat de police aux États-Unis, vous verrez comment c'est. C'est couvert par les plaques des policiers qui sont morts en service. Donc en France, je pense qu'il faut essayer de ne pas rentrer dans cette surenchère. Parce que les policiers s'arment plus. Mais qu'est-ce que vont faire en face ceux qui veulent s'en prendre aux policiers? Moi, je pense qu'il faut rester en dehors de cette spirale. On a un modèle européen de police apaisée qui est en crise, mais qui est bien supérieur à ceux des modèles de cow-boys, disons, qu'on peut trouver outre-Atlantique. Vous dites le modèle américain d'une police plus dure face aux gangs, finalement, ne résout pas le problème. Il y a une violence encore plus dure qui vient en réaction de la part... Absolument, absolument. Aux États-Unis, vous avez 6 fois plus de prisonniers pour 1000 habitants qu'en France, et vous avez 5 fois plus de policiers tués. Comment réconcilier alors la police avec son travail? Écoutez, il y a un malaise là. Alors vous leur dites, réformez-vous un peu, donc ça veut dire quoi? S'ouvrir à la diversité, un conseil, être plus respectueux, moins griller les feux rouges, j'en sais rien. Déjà, il faut ouvrir ce dialogue. On ne peut pas tomber d'accord sans ouvrir un dialogue. Donc ça suppose de regarder, de ne pas juste dire la population n'est pas gentille, ne nous aime pas, les magistrats ne font pas leur travail et les hommes politiques sont incompétents. Et je pense qu'il faut que la police s'interroge elle-même et qu'ensuite elle aille au dialogue et qu'elle écoute les demandes de la population et qu'elle fasse attention à l'égalité devant la police qui est une des pierres de touche de la démocratie. Merci beaucoup Sébastien Rocher, donc politologue. Je rappelle votre livre qui sort la semaine prochaine, De la police en démocratie, c'est chez Grasset. Merci. Merci. Restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air, 66 000 chômeurs de moins en septembre. C'est le meilleur chiffre depuis 20 ans. Alors est-ce à dire que François Hollande a enfin réussi à réaliser son pari d'inverser la courbe du chômage? C'est dans l'air est intitulé ce soir, baisse du chômage, info ou intox?